cannibale lui-même, qui suscite un absolu rejet aujourd'hui par de très nombreux peuples du Sud. D'abord, la résurgence mémorielle. Pendant 5 minutes, on va essayer peut-être de cerner ce mystère. Je vous donne une anecdote. Le président Sarkozy, premier voyage en Algérie, décembre 2007, pour négocier des accords préparés par les diplomates, gaziers et pétroliers. La délégation française s'assied, la délégation algérienne s'assied en face, et avant que ne commence la négociation, le président Bouteflika se lève et dit « D'abord, je veux des excuses aux Sétifs ». Sétifs, c'est ce massacre du 8 mai 1945 qui, fait par la Légion étrangère, et qui a coûté la vie à 42 000 blessés graves et morts, Algériens désarmés qui manifestaient le 8 mai 1945 pour que De Gaulle tienne ses promesses d'autodétermination, etc. Les massacres des Sétifs. Je cite textuellement, parce que j'ai pris des procès-verbaux, Sarkozy, tout étonné, répond « Je ne suis pas venu pour la nostalgie ». Bouteflika réplique « Non, il faut le comprendre. » Tout à coup. Bon. Et en face, Bouteflika réplique « La mémoire avant les affaires ». Et il n'a pas eu de négociation. C'est radicalement nouveau. C'est radicalement nouveau. La résurgence mémorielle, la mémoire collective est quelque chose, est un des objets de sociologie les plus mystérieux qu'on puisse connaître. La généralisation de cette énigme peut se démontrer avec la Shoah, par exemple, l'effroyable génocide subi par le peuple juif sur terre européenne de la main des monstres nazis, et Elie Wiesel fait une théorie très intelligente, la Shoah radicalement refoulée, couverte de silence en 1945, alors qu'en novembre 1945, à Nuremberg, Kepler et Hauser, les deux procureurs américains, ont fait projeter les films sur la libération des camps, ont fait défiler les survivants, Daniel Casanova, etc., Vassal Grossman et d'autres, des survivants de l'horreur. Donc personne ne pouvait dire qu'ils n'étaient pas au courant, de ce qui s'était passé, et pourtant, refoulement total. 2 générations après seulement, elle émerge, la Shoah, comme cet événement qui occupe l'horizon maintenant, à juste titre, d'un des crimes les plus totalement effroyables de toute l'histoire de l'humanité. La théorie que donnait Elie Wiesel et que j'ai appliquée dans vos livres à la mémoire africaine, asiatique et andine est, à mon avis, assez convaincante, qui dit quand un individu ou un peuple subit un crime tellement effroyable, tellement inattendu, tellement inimaginable au sens étymologique du terme, qu'il ne pouvait pas le concevoir, eh bien, le choc ne peut pas être conceptualisé, ne peut pas être reçu par la conscience. Il y a un refoulement au plus profond de soi-même dans un silence complet. Vient la 2e génération, les fils et les filles, comme le père et la mère ne parlent pas, les enfants savent, 2e génération, qu'il y a un secret de famille, qu'il existe un secret de famille, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est à partir de la 3e, 4e génération seulement qu'une conceptualisation, qu'un récit, qu'une prise de conscience au sens précis du terme, la transformation de la mémoire obscure en mémoire claire et en conscience collective devient possible. Même chose pour les peuples du Sud. Les 2 objets de mémoire qui structurent la révolte actuelle, c'est l'esclavage et ce sont les massacres coloniaux. L'esclavage, ça fait plus de 120 ans. Le dernier pays à avoir aboli l'esclavage était le Brésil, 1888. Quant aux massacres coloniaux, grosso modo, pour l'Asie et pour l'Afrique noire, ça date il y a 150 ans. Non, pas tout à fait, 120 ans. Il y a une grande vague de décolonisation dans les territoires d'Afrique noire, à part l'Afrique du Sud, à part les territoires portugais, c'était dans les années 60. Donc des événements lointains
vécue par des générations disparues depuis très très longtemps, mémoire transmissionnelle, cette résurgence mémorielle qui fait irruption maintenant, et j'ai pris l'anecdote de Bouteflika et de Sarkozy, la mémoire blessée qui rencontre une mémoire totalement aveugle et arrogante, Sarkozy l'arrogance, Bouteflika la mémoire blessée, c'est dans le livre vous trouverez, enfin si jamais vous le feuilletez dans une librairie, vous allez dans une bibliothèque, etc., vous trouverez un grand nombre empiriquement de ces faits qui montrent cette rencontre irréconciliable entre la mémoire arrogante, négationniste de l'Occident et la mémoire profondément blessée mais réveillée des peuples du Sud. Alors, 5 minutes pour la mémoire, pour la renaissance mémorielle. Je prends quelques exemples encore. La Bolivie, qui est tout un chapitre dans le livre. C'est extraordinaire, complètement incompréhensible au niveau de la conceptualité sociologique ordinaire, sauf en acceptant ces rythmes tout à fait mystérieux et très longs d'une mémoire inarticulée qui devient esprit de combat. La Bolivie, deuxième pays le plus pauvre de l'Amérique latine, après Haïti, 10 millions d'habitants, 1 million de kilomètres carrés, forêt amazonienne et Andes centrales. Les Andes, c'est 7000 kilomètres, donc de l'équateur jusqu'en Argentine, avec des vallées, etc., de l'univers à part. Depuis 500 ans, le 1er janvier 2006, le premier Indien depuis 500 ans, depuis la destruction des civilisations indiennes par le génocide espagnol, le premier Indien, Evo Morales Ayma, élu démocratiquement avec 53%, entre au palais Quemada, à La Paz, au palais présidentiel. Et en 6 mois, nationalisation c'est compliqué, hein, il transforme en société de services, enfin, vous verrez, mais je dis rapidement, il reprend la souveraineté énergétique du pays. La souveraineté énergétique en 6 mois, par des négociations avec les 221 sociétés multinationales qui détiennent le pays. L'immense richesse des minéraux stratégiques, la Bolivie est le 2e producteur pétrolier du continent, après le Venezuela, le premier gazier. Ces immenses, incroyables richesses, en 6 mois, sont arrachées à l'étranger. Et je voulais vous donner les chiffres. Et le trésor bolivien, à travers ce nouveau contrat, tout à coup déborde d'argent que Morales utilise maintenant. Le MAS, enfin, c'est pas seulement Morales, c'est le mouvement al socialisme, enfin, cet immense mouvement populaire fait d'églises autochtones, de syndicats, de ligues paysannes, etc. Cette formidable force de riposte sociale rétablit la souveraineté nationale sur d'immenses richesses qui permettent maintenant de sortir ce pays de la misère. Alors, moi j'ai connu la Bolivie avant, j'ai connu la Bolivie après, alors on connaît jamais le pays, mais enfin, j'ai vu. Tout le monde qui était en Bolivie avant Morales se souvient de ces rangées le long des murs des Indiens avec le poncho, le chapeau, qui ne parlent pas, le quechua, les Aymara, les Moxos, etc., dans l'orienté des Guaranis. Silence, l'image même du sous-prolétaire totalement écrasé. Aujourd'hui, ces gens sont debout, réclament, affrontent l'ennemi. Dans l'orienté, des oligarchies qui ne veulent pas se rendre à l'évidence. Une renaissance identitaire, une récupération de la puissance collective d'un peuple, d'une fierté qui surgit comme une flamme de ce subconscient longtemps refoulé, occulté. C'est extraordinaire ce qui se passe en Bolivie. Alors, je sais bien que les amis à moi, comme Régis Lebré et Samir Lamine, etc., ils sont pas. C'est que les Irakiens meurent pour les Boliviens. Bien sûr, c'est que les Irakiens meurent, etc., parce que l'impérialisme, ces forces de répression, les commandos spéciaux, la CIA sont bloqués en Afghanistan, en Irak, etc., etc. C'est pour ça que Chavez est debout au Venezuela, c'est pour